Eh ben, faut démarrer par un jeu. On démarre par quel jeu? Ah oui, on démarre par... François, on démarre par quel François jeu? T'es le seul d'entre nous à avoir un enfant. Autrement, on fait le jeu qu'on a fait au début. 1 et 2. Et on fait 1 et 2 avec les doigts. Et celui qui est seul démarre. Ouais, Allez, vas-y. putain. 1, 2, 3. Voilà, François, t'as perdu, tu recommences. Every fucking time. Non, mais non. Tu perds tous les jeux, Mais mon je pauvre crois que tu François. l'as fait, t'as attendu, t'as fait comme ça. Non. Allez, c'est parti, François. C'est à toi. C'était Ok. pas radiophonique ce que tu viens de faire. La Fabrique. Aujourd'hui, avec Ramzi Assadi, Juliette Arnaud et François Audouin, le podcast de la création sur la création. Et notre invité aujourd'hui, Isabelle Sorante. Il Ouais faut donner le nom de l'émission, imbécile. La Fabrique. Ah, il l'avait dit? Je t'ai traité Ouais, d'imbécile. il pour rien. avait dit. Je l'avais dit. Je le redis. La Fabrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique. Bonjour épisode 9, Ramzi. le Bonjour, podcast Ramzi. consacré à la création. Ça, je l'avais dit, tu vois. C'est bien, François, Mal dit, tu mais progresses j'ai dit. au bout Ouais. de 9 épisodes. Ouais. C'est bien, pas mal. Avec Juliette Arnaud, Bonjour Juliette. autrice, sénatrice, Sénatrice, députée, maire, conseiller régional du Poitou-Charentes, troisième circonscription. Pointe voilà. par pointe. Bon. Pointe d'un point, c'est Démarrer. la troisième circonscription de. Bah, c'est toi là qui Vas-y. a mal lancé, sénatrice. Donc autrice, comédienne, co-animatrice. C'est un métier co-animatrice. Pour de vrai. Bah oui, Ouais, bah oui. personne formidable, une amie sur qui on peut compter. Voilà. Juliette Voilà, Arnaud. François Audouin, réalisateur radio, réalisateur également de courts-métrages, auteur et... Réalisateur. J'ai dit. Ouais. Oh là là, mais moi je suis J'ai sourde. dit mais vraiment 2 fois. Oui, j'ai l'impression que Ça, c'est le dernier personne épisode n'écoute de la en saison, on est fatigué. Hein. Et notre invité aujourd'hui, Isabelle Sorante, écrivaine. Bonjour Ramzi. Bonjour. Bonjour les amis. Et chroniqueuse Bonjour radio. Isa. Chroniqueuse radio aussi également sur France Inter, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Eh ben, vas-y Juliette, tu veux démarrer? Parce que toi, t'avais une question précise Oui, sur le parcours d'Isabelle. oui. Moi je voudrais savoir à quel moment tu t'es dit dans ta tête, de petite fille ou d'adolescente, ou je sais pas, peut-être de jeune adulte, écrivaine, romancière, c'est le métier que je veux faire. Ah, c'est arrivé assez relativement tard. Quand j'étais enfant, je voulais être comédienne en fait. Et en fait, c'était... donc j'ai fait le cours Florent. Mhm. Et donc j'étais très très passionnée et je ne m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que j'avais toujours écrit des poèmes et j'écrivais plein de pièces pour la petite compagnie que j'avais créée. Et puis il y avait, alors ceux qui ont fait le cours Florent se rappellent peut-être qu'il y avait des petites affichettes pour des castings et des choses comme ça. Et ça faisait des mois que j'essayais d'avoir des petits rôles dans des films télé, quoi. Et je commençais à écrire ce qui allait devenir en réalité mon deuxième roman, mais je commençais à être très très absorbée par l'écriture. Mais je pensais pas en faire un métier, j'avais toujours ce fantasme d'être sur scène. Et puis j'avais répondu à un casting pour un épisode de Navarro où j'avais enfin décroché le rôle d'une prostituée qui s'appelait Salomé. Et tout le monde rêvait de faire ce rôle dans ma classe et c'est moi qui l'avais eu. Sauf que j'étais tellement absorbée et j'avais un agent horrible, un agent en fait un de ces agents un peu nuls qui ramasse les filles du cours Florent, qui connaissent rien et puis enfin bon bref. Donc tout ça, ma vie était un peu naze. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais tellement prise dans ce que j'écrivais, dans le personnage, que le premier jour du tournage, j'oublie totalement d'y aller. Totalement. J'oublie totalement d'y aller. Je me fais... Ça n'existe pas. Ça Il y a qu'à existe. toi, il y a qui Ouais. c'est qui ça me fait Totalement. arriver Et en ça. fait, je me fais évidemment pourrir par l'agent, par tout le monde. Alors, en même temps, il y avait, je pense, il y avait déjà une fille qui était une double. Enfin, il y avait plein de filles qui étaient sur les rangs. Je pense pas que j'ai beaucoup paralysé Navarro. Mais en fait, toujours est-il que ce jour-là, je me dis putain, mais en fait, j'adore écrire. Alors que ça faisait des mois que j'écrivais des poèmes, des pièces, mais j'étais tellement sur mon rêve d'être sur scène. Mhm. Et tout d'un coup, je réalise, je venais de lire aussi Pastorale américaine de Philip Roth, et 2 nuits avant, j'avais rêvé de Philip Roth. Enfin, du coup, c'était une période très bizarre où je réalise que vraiment, il faut que j'écrive des romans.
avec ces deux événements, avec le rêve de Philippe Ross et cet oubli total de la chose qui était mon rêve, quoi, parce que jouer la pute dans Navarro, c'était mon petit rêve. Ouais. Et est-ce que tu penses que le fait même de... Alors, pour les auditrices et les auditeurs, Pastorale américaine, donc c'est un roman de Philippe Ross. Pour moi aussi, hein, Juliette. Ouais. Et qui est un grand écrivain Elle l'a chroniqué, américain. mais Ah oui, c'est ça, pas grave. je Que j'ai sais. chroniqué d'ailleurs, tu étais là derrière C'est la pas grave. vitre, mais enfin, bon, non, mais c'est pas grave. ce livre en particulier. Oui. Et ce livre en particulier, c'est... Enfin, moi, je considère, et je pense qu'on est un certain nombre à considérer que c'est peut-être le meilleur de Philippe Ross. Il l'écrit au milieu de sa vie, Ah, et j'ai c'est commencé peut-être par le celui-là, plus alors. abouti. C'est vraiment un roman, une fresque. Ah, c'est magnifique. C'est un roman épais, vivant, organique, charnu. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, ça m'avait bouleversée. Après, je pense que maintenant qu'on s'en reparle là, je crois qu'à Florent, il y avait eu plein de signes. C'est-à-dire que... donc moi, ma mère adorait les livres, mais comme j'avais pas fait d'études littéraires, j'étais vraiment béotienne à côté de certaines personnes, d'ailleurs, au cours Florent, et de gens qui avaient fait des études littéraires. Et Parce qu'en plus, tu as fait un parcours scientifique, Ouais. mais poussé loin. Oui, C'est quoi exactement? j'ai fait Polytechnique. Hein. Mais... Voilà, tranquille. Plutôt Oui. poussé loin, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, à Florent, on avait été voir avec des copains de ma classe. Il y avait une adaptation de La maladie de la mort de Marguerite Duras par Bob Wilson avec Michel Oh. Piccoli et Lucinda Childs. Et ça m'avait tellement bouleversée que j'avais pas arrêté de pleurer de joie en fait. Et je fermais les yeux pour entendre le texte. Donc, il était en train de se passer quelque chose que maintenant que je vous en parle, je me dis qu'il est évident. Mais sur le moment, j'étais, moi, fermement décidée à continuer à monter ma troupe. Et il a fallu tous ces signes. Ce Pastorale américaine m'avait bouleversée, en fait. Et du coup, je me disais, mais il y a quelque chose, il y a une possibilité d'écrire des histoires avec les mots. Enfin, ça commençait à bouillonner. Et puis voilà. Donc le jour où je vais pas sur le tournage de Navarro, là, je comprends. Et tu décides de plus être comédienne à ce moment-là? Oui, ça Et- m'a... Et oui. tu dis, ok, j'arrête tout, Bah, en je fait, vais écrire. j'étais dans le roman que je faisais et j'avais aucun, alors là, zéro contact. Tous mes amis, ils essayaient d'être comédiens, donc j'avais zéro contact dans le monde de l'édition. Et donc, du coup, j'écris ce roman qui, en fait, s'appelle La prière de septembre, qui est le deuxième qui est paru, qui n'était pas le premier. Et je l'écris comme ça, dans un état échevelé, pendant 2 mois. J'écris aussi ma première pièce. Et ensuite, après, j'écris un autre roman qui a été le premier à paraître. Et c'était dans une espèce de transe, et puis un peu en me demandant si ça me menait quelque part, parce que je voyais pas... j'étais heureuse d'écrire ça. Sur le moment, je me souviens que j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait, mais j'avais pas du tout... j'étais pas en train de me dire... Je vais devenir écrivaine avec Ouais, un plan pas de du carrière tout. et tout Non, ça. pas Ouais. du Ouais, tout. c'était Ah. l'acte d'écrire qui te... Oui, c'était l'acte. Et j'étais pas du tout dans ce milieu. Après, ça, en fait, j'ai envoyé par la poste. Et ça a été retenu par un éditeur. Enfin, j'avais fait 50 photocopies. Donc, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, donc, j'ai été propulsée dans ce monde que je ne connaissais pas à l'époque. Et est-ce que, alors, oui ou non peut-être, mais est-ce que le fait d'écrire, par rapport, c'est vrai que le métier de comédien ou de comédienne, c'est d'une façon très dure psychologiquement parce qu'on vit dans le désir de l'autre et on est passif d'une certaine façon, même si on peut tout faire pour... Est-ce que c'est pas le fait que là, tu devenais actrice au sens acteur de ta vie qui t'a fait te dire que même dans la disposition de ma vie, je préfère être ça plutôt que d'attendre des rôles de prostituée. Ouais, C'est assez juste. Alors, il y a 2 choses. En fait, il y a 2 choses contradictoires. Il y a une chose où c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand tu passes de comédienne à romancière, tu as presque l'impression de changer d'orientation sexuelle. C'est-à-dire, t'es plus... Non, mais c'est vrai. T'es plus dans le côté passif. Et moi, j'avais des copines dont certaines qui étaient des comédiennes connues, qui tout d'un coup me demandaient de réécrire des rôles alors que j'avais juste publié un roman au début qui avait bien marché, mais enfin quand même. Et d'un seul coup, je me disais waouh, j'avais l'impression d'être entre guillemets de passer de yin à yang, quoi. Donc un principe qui génère et qui effectivement ne dépend moins. Mais malgré tout, je crois que ce que je recherche dans la création, c'est une forme d'effacement de moi-même. Non pas que je sois suicidaire, mais je trouve que toutes ces couches d'ego, de la gestion du petit moi, ça m'a toujours beaucoup gonflé. Et ce que je trouvais magnifique dans l'acte de jouer, c'est que là, tu es complètement effacé. Même physiquement, c'est-à-dire tu es très présent et tout ce petit moi construit
disparaît pour incarner un personnage. Et je crois que même quand j'écris aujourd'hui, je recherche ça. C'est-à-dire que je réfléchis à mes personnages avant, et quand ils montent, je commence à écrire, et j'essaye de les, entre guillemets, interpréter. Donc de devenir eux. Et donc, du coup, en quelque sorte, je crois que ça vise toujours à réatteindre une espèce d'identité transpersonnelle, où tout ce côté, voilà, moi qui suis née à Marseille, qui ai fait ceci, cela, et dont on a bien sûr besoin pour le quotidien, pour faire les courses, etc. C'est pas très intéressant, quoi. Et donc, du coup, d'un seul coup, l'effacement arrive. Et je trouve qu'il est plus puissant sur scène. Il y a autre chose aussi, pour avoir un peu connu les deux, mais donc sans avoir été une grande comédienne, mais que j'appréciais beaucoup quand je jouais, c'était cette dimension physique que quand tu écris, il faut retrouver autrement. C'est-à-dire, moi, je cours, je fais de la danse, donc ça me permet aussi d'avoir une transe physique et pas juste une transe psychique. Je crois que j'aime bien la transe et le côté presque drogue, quoi, qu'il y a dans l'écriture et dans la lecture. À propos de la création, tu as employé une expression, là tu as dit quand je sens les personnages monter. Oui. Et moi j'ai eu une image d'un plan horizontal, et petit à petit des petites choses, de la boue, de la glaise qui s'élève et qui devient et qui fait statue. Toi, ça correspond à quelle image dans ta tête ? Moi, ça correspond presque à ça, mais comme des couleurs ou des hallucinations que tu fais d'abord monter en toi avant d'essayer de les transcrire pour les partager aux autres. Et c'est comme, je ne sais pas si au début, quand on dort, quoi, quand on commence à rêver et qu'il y a des formes qui apparaissent, etc., moi, je sais que c'est un état que je trouve... Enfin, je sais pas, que j'ai souvent, en fait. Et j'adore cet état de début où on voit des formes. Alors, c'est peut-être pas de la boue, de la glaise. Moi, ce que j'imaginais, c'est des couleurs qui montent et petit à petit, ça se précise. Et petit à petit, en fait, c'était toujours un peu déjà là et on se dit, ah oui, c'est ça. Et les visages commencent à apparaître, etc., etc. Et en fait, tout le jeu, quoi, va être de les voir mieux et ensuite de transcrire, c'est comme raconter un rêve à quelqu'un d'autre, quoi. Donc d'essayer de transcrire aussi l'émotion qu'on peut avoir, etc. Mais vraiment, tu as besoin de les voir physiquement, mais alors quand tu les vois, est-ce que c'est des traits de visage de gens que tu connais, que tu mélanges, que tu... Non, je les dessine. Par exemple, là, je suis au début d'un nouveau roman, et c'est à la fois excitant et toujours un peu flippant parce que tu connais pas encore vraiment les personnages, donc tu ne sais pas vraiment qui c'est. Et donc, c'est comme si tu rencontrais des gens et que tu te faisais des films sur eux et que tu te demandes si tu es complètement à côté de la plaque ou pas. Et en fait, souvent, je les dessine, ça va m'aider. Ou je regarde des photos du lieu, même si je le connais, en l'occurrence, souvent, je regarde des photos des lieux où l'endroit se passe. Et en fait, c'est assez lié à la visualisation, ma manière d'écrire. Je pense qu'il y a... Alors, on a eu un petit problème technique. J'avais oublié de brancher la console. Et donc, on s'est retrouvé sans pile, sans batterie. Voilà, ça sera l'idée de mon prochain 20 secondes, tu vois, lundi. Ah, que tu as déjà fait, parce que ce podcast est diffusé bien après. Ouais, d'accord. Ouais, mais je ferai le 20 secondes. J'arrive pas. Bon, ouais, non. Allez, ok. Bon, on poursuit. Ouais. Alors, je sais plus où on en était, mais moi, j'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. C'était sur le fait de disparaître. C'était quoi De s'effacer. De s'effacer. Ouais. Quand t'es en tant que comédienne. Ah, ça, Ramzy, alors là, ça vient de foutre par terre toute sa théorie sur les acteurs et les actrices. Ah bah, c'est ce que je ressentais moi. Je suis pas une grande comédienne, moi. Mais justement, c'est quelque chose que on a deux comédiens aussi autour de la table. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous vouliez ressentir ? François, je suis pas sûr. Enfoiré. Je pense que, alors je sais pas si, mais juste pour dire, je vois ce qu'elle veut dire. Je l'appelle peut-être pas de la même manière et peut-être que Juliette non plus. Mais effectivement, moi, la sensation que j'avais quand je réalisais, quand je jouais une scène qui marchait, j'étais effectivement dans une certaine transe et il y a des choses que tu oublies. Les autres te disent, ah ouais, quand tu as fait ça, c'est vachement... Même toi, tu l'as oublié en fait. Donc tu t'es effacé, même tes souvenirs s'effacent. C'est quelque chose que tu ressens, mais est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir t'effacer, le fait de vouloir devenir comédien ? Est-ce que c'était une volonté de t'effacer ou au contraire, c'est une volonté d'exister pour toi ?
Pensez dans la question, non? Mais ça rejoint les deux, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans ce poème de Baudelaire où il dit « Enivrez-vous ». En fait, je crois que c'est une sorte d'ivresse où on n'est plus cette petite identité rigide, toute porte fermée. C'est comme si on ouvrait la porte tout grand. Et du coup, ce qui s'efface ou ce qui disparaît, c'est tout ce petit historique, toute cette petite, je sais pas comment appeler ça, mais Le poids. Oui, le poids, la gestion de l'ego, la gestion de tes souvenirs, la gestion de tes désirs. Et je dis gestion, c'est un terme que je déteste, mais je le dis exprès pour montrer cette pesanteur de gérer le petit toi, ce que tu oubliais déjà quand tu es enfant et que tu joues. Justement, eh bien, tout d'un coup, en fait, je crois que quand on est dans la pratique d'un art, revient, si je dis la légèreté du jeu, ça fait trop nietzschéen, ça va pas du tout. Oui, mais je trouve que c'est tellement vrai. Revient quelque chose de plus juste, en fait. Mais même, tu vois, Ramzy, quand on fait l'émission toute la journée, qu'on la prépare avec Juliette, on passe la journée à rigoler, à faire des blagues, parce que inconsciemment, on essaie de trouver cette légèreté pour pouvoir retrouver des blagues, ça nous amène des idées et on rebondit. C'est la même chose, je trouve. Oui, mais moi l'aspect paradoxal du truc, c'est que tu t'effaces au moment T, au moment où tu joues le truc, pour exister aux yeux du grand public. En dehors de ça. Et en fait, mais le problème, Ramzy, c'est que t'as à la fois tu veux. Non, mais je termine juste, mais je sais bien que je suis seul contre. Tu es pas assez mystique, Ramzy. Non, je sais bien que c'est le moment, c'est peut-être l'extase pour toi. L'extase, ça dépend des gens. Voilà, non, mais en tout cas, sauf que moi, je soupçonne certains comédiens et certaines comédiennes que ce soit pas tant ça qui les intéresse, mais c'est plus. Ensuite, faire la une des journaux mais je pense que tu as tout à fait raison et qu'on aurait tort. Moi, au cours Florent, justement, je me souviens du seul vrai prof que j'ai eu et qui était vraiment un type ultra intelligent et qui nous avait dit faut quand même que tous vous disiez à vous-même que vouloir être devant les autres, dans la lumière, quand les autres sont dans le noir, réduit au silence et que vous avez la parole, ça n'est pas le désir de la majorité des gens. Il faut quand même que ce soit une chose que vous interrogiez et vous soyez au clair là-dessus. Ah oui, et je me souviens que quand il avait dit cette phrase, je regardais autour de moi, à gauche, à droite, et je m'étais dit « Ah, ça c'est la première fois que ça nous arrive au cerveau. » Donc il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que ça contredit ce que dit Isabelle. Non, oui, et tu sais, c'est... Parce qu'après, c'est l'usage des choses. Et quand tu joues, et quand tout à coup, tu as la chance de... Moi, je me souviens de la première fois où j'ai joué... la première scène de Phèdre ou la première scène de Lucrèce Borgia dans Lucrèce Borgia. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je voulais, c'est arrêter. Moi, je trouve la vie affreusement ennuyeuse. Et quand je joue que je suis Phèdre, comme quand j'étais petite et que je disais à mon frère, moi, je serais le chef des Indiens, Playmobil. Le côté je sortais de notre chambre de Saint-Étienne, de mes parents qui pleuraient la mort de mon grand-père. J'étais au Far West, alors que c'était des Playmobil. Mais on était à fond. Et c'est pour ça que certains comédiens, certaines comédiennes préfèrent des rôles qui sont très loin d'eux, c'est ça? Parce que si tu joues un rôle qui te ressemble un peu trop... C'est très ennuyeux, mais c'est pour ça que Phèdre, Lucrèce Borgia, c'est même pas la question de ne pas savoir si elle est proche ou loin de toi. Typiquement, Phèdre, elle est forcément loin de moi. C'est dans l'Antiquité. C'est une reine. On parle de... Non, mais je veux dire, déjà, ça te sort de toi. Tu es obligé d'imaginer que tu n'es pas habillé de la même manière, que la lumière, elle n'est pas la même. Donc, oui, tu sors de toi. Et ça, c'est... Je ne vois pas qui pourrait ne pas avoir envie de sortir de soi. Moi, ce qui m'inquiéterait plutôt, c'est les gens qui me répondraient « Non, mais moi, j'adore, j'ai pas du tout envie de sortir de moi. » Ça serait la trouille. Et puis, c'est pas... Tu vois, Ramzy. Et puis, c'est pas contradictoire, comme dit Juliette. Et puis, de toute façon, pour aller monter sur scène devant des gens et penser que ce que tu vas faire est intéressant, il faut avoir un ego et il faut avoir... Alors, il y en a qui pour certains, ça comble un vide. Pour d'autres, ça résout d'autres problèmes. Mais
Je dis pas que c'est complètement naturel mais même ceux qui n'ont pas envie de l'être, ils ont leurs problèmes psychologiques, hein, voilà. Mais c'est surtout que c'est procès des comédiens. Mais c'est surtout qu'il y a des enfin tu sais, il y avait les leçons de théâtre de Louis Jouvet et que moi j'avais regardé à l'époque du cours Florent, et c'est tout ce qu'il dit, d'ailleurs ça s'applique je pense à tous les arts, en tout cas pour le métier de romancière ça s'applique aussi très bien. Il dit qu'on commence à être comédien pour des mauvaises raisons, mais qu'on le reste pour les bonnes. C'est-à-dire que évidemment le besoin est perdu d'être aimé et vu. On pourrait dire, si on jugeait, on pourrait dire c'est une mauvaise raison. C'est même pas très sûr que ce soit une mauvaise raison, mais en fait, ça va s'user sur le chemin. Et si tu restes, alors c'est comme si tu commençais à nager pour atteindre une petite île en face et tu t'aperçois que juste nager, c'est incroyable et tu regardes et c'est très profond, etc. Et donc, les raisons changent en cours de route. D'accord. Et quand tu restes, c'est pour d'autres raisons. C'est un peu comme... quand on tombe amoureux, souvent, moi je crois qu'on tombe amoureux toujours pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est les démons de l'autre qui attirent tes démons. Voilà, tu tombes amoureux pour ça. Je me dis que vraiment, on gagnerait s'il y avait une appli de rencontre qui disait voilà tes démons, voilà les démons de l'autre, ça irait plus vite. T'as un concept là, pour faire fortune. Et en fait, ça ferait peut-être un peu peur, mais en tout cas, moi, ça me tenterait plus. On changerait le mot démon peut-être, parce qu'on mettrait névrose. Névrose. Oui. Mais toujours est-il qu'après, si tu restes, c'est parce que je suppose que chacun va se dire ok, l'autre fait apparaître mes démons, je fais apparaître les siens. Je vais essayer de voir si avec ça, on peut faire apparaître autre chose. Et donc, tu restes pour d'autres raisons. Et je crois que c'est exactement pareil, une vocation artistique ou la création, ou la fabrique ou ce qu'on fait là, ce sont des métiers magiques. Et donc, du coup, ils vont exiger que tes mobiles changent en cours de route. Et donc, sur l'écriture, ça a coupé tout à l'heure au moment où tu parlais de ta façon d'écrire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Oui, en fait, c'est souvent des images. En fait, je crois, il y a beaucoup d'écrivains qui disent qu'il y a deux sortes d'écrivains, ceux qui ont de la musique dans la tête, comme Pascal Quignard. Moi, c'est de la musique. Ouais. Enfin, c'est des voix. Pascal Quignard, ça va être des voix. Il disait ça une fois, lui, tu vois, ses pianos. Et moi, c'est des images, en fait. Donc, je peins beaucoup. C'est-à-dire, la différence entre les deux, vous pouvez l'expliquer ? En fait, je crois que, par exemple, moi, il faut que je vois les scènes. C'est-à-dire que j'imagine le personnage, je visualise son visage, s'il est maigre, s'il a les cheveux longs, s'il a des cernes sous les yeux. Et plus je visualise, plus il devient réel. Et puis, du coup, c'est son état psychologique aussi. J'imagine, tiens, là, il pourrait faire ça. Et donc, je peux dessiner les scènes, etc. D'accord, ok. Alors que... Juliette, peut-être je te laisse dire pour... Je sais pas si c'est comme Pascal Quignard, mais moi, j'arrive pas à me mettre à écrire tant que je... Par exemple, le premier bouquin que j'ai écrit, qui était l'histoire d'un petit garçon qui regardait sa voisine... jeune adulte par la fenêtre et qui tombait amoureux d'elle. Arsène. Tant que j'ai pas eu ça, j'avais l'idée de ça. Je voulais raconter comment, quand t'es enfant, tu peux tomber amoureux d'un adulte. Pas l'inverse. L'inverse ne m'intéresse pas du tout. Je précise bien, un enfant qui tombe amoureux d'un adulte et qui, en fait, ne le dit jamais, mais trouve le moyen de vivre son amour dans sa tête, avec le moindre geste ou parole de l'adulte devient... voilà. Et je sais que je voulais raconter ça. Mais tant que j'entendais pas comment Georges parlait, comment il s'exprimait, comme je voulais l'écrire à la première personne du singulier, parce que tous mes livres, je les écris à la première personne du singulier, tant que je l'entends pas, comment il parle à l'enfant. Georges, c'est l'enfant. Oui, Georges, c'était l'enfant. Je pouvais pas écrire. Et puis un matin, je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu piapiater dans mon oreille. Et je ne sais toujours pas le visage qu'a Georges. Je m'en fous. Mais par contre, je sais comment il crie, je sais comment il parle, je sais comment il pleure, je sais comment il chante. Tout le reste, je l'ai. Et ça influe même sur le style de ton écriture ? Oui, parce que ça me donne le flux. Parce que si j'ai sa voix, c'est que j'ai son... J'ai l'impression que c'est son ADN, ça va être son... Oui. Et moi, ce qui me donne le flux, c'est les visions. C'est-à-dire, tout d'un coup, tac, je vois ça. Je vois qu'il se passe, par exemple, telle scène violente, je vais la raconter. Et exactement, finalement, comme je raconterais quelque chose qui s'est vraiment passé dans la rue, que j'ai vu. Et donc, du coup... D'accord. Et est-ce que ça t'empêche, par exemple, d'écrire sur... disons que tu veux écrire sur une histoire qui se passe à Venise, mais tu n'es jamais allé à Venise.
Est-ce Non, que ça m'empêche pas. Ça t'empêche pas? Pas du tout. D'accord. En fait, alors je dirais, il n'y a pas que... Aujourd'hui, en plus, tu peux tout à fait trouver des images de Venise sur Internet. Ouais, ou même, je sais pas, moi, d'un coin perdu de l'Himalaya ou d'endroits où tu n'aurais jamais été. Mais je crois qu'il y a en plus dans l'esprit humain une capacité à avec des petites bribes d'informations, alors c'est des romans, hein, c'est pas du journalisme, du documentaire, mais à recréer quelque chose qui peut être vrai. Et ça, c'est assez, ou même qui a un côté peut-être prémonitoire, où tu peux recréer, en imaginant des histoires, quelque chose qui est vrai. Moi, ça m'est arrivé d'une manière très étrange, avec La femme et l'oiseau, mon avant-dernier livre, où j'ai supposé que le personnage, quand il sortait du camp de Tanbof, donc où il avait été enfermé pendant la Deuxième Guerre mondiale, tombait amoureux. Et en fait, ça s'est imposé. Et je me disais, c'est quand même pas possible, il est famélique, il vient de passer des mois dans un camp, est-ce possible qu'il vive une passion amoureuse avec avec une militaire mongole, etc. Et à l'époque, mon père était encore vivant, et comme ces histoires de garçons qui étaient partis de force, comme malgré nous, sur le front russe, il y en avait eu plusieurs dans son village, je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre, parce que j'ai imaginé que le personnage tombé amoureux, était tenté de rester en Russie, et je me demande si c'est possible, ou si c'est complètement délirant dans l'état où tu es au sortir d'une guerre. Et là, mon père me dit « Ah, c'est fou que tu me dises ça, parce qu'au village, il y a 2 hommes qui sont tombés amoureux, l'un d'une Russe et l'autre d'une Polonaise, et qui ne sont jamais rentrés. » Ouais. Donc, en fait, je crois qu'avec l'imaginaire, tu vas toucher des choses. Il ne m'aurait jamais dit ça, non pas que c'était un secret, mais il ne me l'aurait jamais dit si je ne lui avais pas posé la question. Mais tu touches des choses, tu frôles des choses qui sont... Et c'est pas quelque chose dont il a déjà parlé, pas forcément à toi, mais lors d'une discussion avec des amis ou des choses comme ça, qui sont restés dans ta tête inconsciemment? Non, pas du tout. Là, pour le coup, je te réponds avec beaucoup d'honnêteté, pas du tout, parce que les choses dont il parlait dans sa famille, c'était vraiment la guerre, la mobilisation de force, etc. Ça, c'était des choses, je dirais, il parlait plus des traumas, de la violence, ça, c'était un peu anecdotique à côté de ça, c'était... D'un seul coup, il m'en a parlé parce que j'évoquais la possibilité. Mais il y a quelque chose comme ça d'assez étrange. Et toi, François, quand t'écris, toi, t'écris plus des scénarios, donc j'imagine que c'est plus l'aspect image. Alors justement, quand j'écoutais Juliette parler de voix, moi j'étais en train de dire, alors aimez-moi. Je t'écoutais Juliette en même temps. Moi, évidemment, François. Non, mais c'est vrai que, en fait, moi, par rapport à toutes les deux, et c'est un peu une souffrance, parce que j'ai l'impression de toujours pas avoir trouvé, moi, ma méthode de travail. Elle est toujours empirique et toujours un peu différente. Donc, donc, comme j'ai pas vraiment une méthode, des fois c'est long à venir les choses. Bref. Mais par contre, et bien que ce soit visuel, je me rends compte quand même qu'il faut, comme Juliette, j'entende les voix des personnages. Et que là, en ce moment, je fais le découpage d'un film que je vais faire avec mes petits étudiants là. Et dans l'écriture, c'était pas tant visuel, c'était vraiment. Mais avant comme que tu fasses tes dialogues, avant que tu fasses tes dialogues, t'as besoin d'entendre. Ouais. Okay. En fait, je me rends compte, et j'espère que c'est peut-être ça, parce qu'il y a aussi le 20 secondes qui m'a aidé cette année à comprendre, c'est qu'il faut peut-être que je me mette... petit sketch en début d'émission, c'est encore nous sur France Inter, que tu écris avec Charline. Et il faut que je trouve un cadre, que je me contraigne moi-même, en fait. On a beaucoup parlé de comment on travaillait avec les uns et les autres qui sont venus dans l'émission, là. Et en fait, il faut que je me trouve ma contrainte. Et après, dans la contrainte, il faut qu'à un moment, j'entende les personnages aussi. Et j'ai toujours le truc, quand je m'entends, quand j'écris pour moi, comment j'entends les conneries que je vais dire et comment je vais écrire, comment je vais entendre, comment Charline va répondre le truc. Comme Juliette. Et c'est pas tant visuel, même si je pense qu'il y a les deux dans chacun, en fait. Je pense qu'on commence par un des deux, des deux sens, et qu'après ça... Après, sur un sketch radio, ça me paraît un peu logique. Que ce soit plus la sonorité. Oui, moi je crois qu'il y a aussi moi j'ai un amour immodéré, tu le sais, de la chanson. C'est présent dans tes romans d'ailleurs. J'en parle. On a lu le livre, je mais dans tous mes romans en fait, je triture des chansons. Moi ça me fascine comment tu maries.
en peu de mots, avec une mélodie, et ce que ça fait aux gens. Enfin, c'est un truc, ça me fascine. Donc, je crois qu'en fait, ça vient de là. Enfin, ça n'arrive pas de nulle part. C'est parce que... Non, mais moi, par exemple, j'ai une mère là-dessus, je suis d'accord, mais sur un roman... Non, mais moi, tu contrôles pas le rythme de lecture de... Si. Moi, les gens qui me lisent, okay. Je le sais, parce que les gens qui me lisent me disent c'est hallucinant, quand on te lit, on a l'impression de t'entendre. Ah, bah ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Parce qu'on connaît ta voix en plus. Parce que moi, en fait, je réécoute ma propre mélopée. Et parce qu'on connaît tes chroniques, et parce qu'on connaît. Et mes irrégularités, ce qu'il y a de régulier, ce qu'il y a d'irrégulier, tout ça. Mais tu vois, pour en revenir au truc des chansons et de comment tu arrives à écrire. Moi, j'ai une mère que j'appelle la princesse des glaces et qui est extrêmement tenue, qui est la personne la moins émotionnelle que je connaisse. Et avec toi, Ramzy, bien sûr, si jamais vous vous mettez en couple avec ma mère, ne vous reproduisez pas. Bon, bref. Et la seule fois quand j'étais petite fille où j'ai vu ma mère tout à coup ne plus être dans son rôle de princesse des glaces, qui est un rôle, mais ça je l'ai compris à ce moment-là, c'est qu'il y avait une chanson à la radio, était passée une chanson de Michel Berger, que ma mère n'écoutait jamais à la maison. Elle avait des disques de gens intelligents comme Brassens, comme Ferré. Et il y a une chanson de Michel Berger qui est passée, et j'ai vu les yeux de ma mère se remplir de larmes à la vitesse du vent dans les courants d'air, et quitter la pièce. Et petite fille, je me suis dit, la musique, les chansons ont un pouvoir magique. Ils sont capables de faire fondre ma mère. Et pourquoi t'as pas voulu être chanteuse alors, pour faire fondre ta mère? Parce que peut-être elle avait d'autres projets que faire fondre sa mère. Merci. Ouais. Merci, ça. Bien joué. Ouais. Et moi, je voulais revenir sur ton histoire de mec qui tombe amoureuse de soldats mongols. Oui. Bah quoi? C'est ça? Oh, mais oui, c'est bien. C'est comme je l'ai dit, oui, bah ouais. C'est mon style à moi. Bon. Tu sais, je me dis que des fois, on pense que c'est pas possible que ça se passe, ce truc-là. Mais en fait, ça aussi, ça questionne le monstre. Et je pense que tu as aussi, toi... parce qu'on sait aussi qu'il y a aussi une dimension très psychologique, très mystique, et de sonder l'âme humaine. C'est aussi, ça fait que les hommes, même quand ils sont, et les femmes, quand sont contraintes par des choses horribles, continuent à aimer, peuvent aimer leur pire ennemi. Hein, et c'est vraiment ce qui définit aussi un monstre dans le sens de personnage. Tu as quelque chose à nous dire, François? Non, pas du tout. Non. Là, je m'attendais à la révélation derrière. Mais non, pas du tout. Non, mais moi, je suis fascinée par les monstres. Je moi aussi. Vraiment. Moi, j'avais une grand-mère qui était infirmière en Tunisie, donc, et qui avait soigné des hydrocéphales, des grands brûlés, qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui était aussi fasciné par les monstres. Et du coup, je crois que dans la monstruosité, on est tous des monstres à notre façon. Et en plus, je pense que pour les femmes, c'est salvateur de se revendiquer un peu monstresse. C'est ce qui nous sort de la girl culture, de tout ça, de se dire oui, ok, c'est bon, je suis un monstre, je ne suis pas ni ceci ni cela. Mais pour les hommes aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tellement en train de nous normer par ailleurs, de nous cadrer, de nous définir d'une manière numérique, enfin sans rentrer dans un débat sur l'intelligence artificielle, mais en tout cas il y a un tel poids pour faire de nous des personnes prévisibles, voilà, que en fait le fait d'accepter une forme de monstruosité, c'est de très clairement dire qu'on va pas rester dans ce qui est prévisible. Et je pense que c'est la seule manière de vivre correctement. Mais moi, les personnages monstrueux me fascinent, bien sûr. S'ils sont pas un peu monstrueux, ils m'intéressent pas. Et s'ils ne cherchent pas à leur façon le sens de la vie, Dieu, la mystique, le cosmos, ils m'intéressent pas non plus. Du coup, j'ai besoin de... Et alors évidemment, des fois, ça me fait invoquer des personnages qui sont tellement plus forts que moi ou tellement plus étranges. Et donc, du coup, bon... Mais j'accepte ça parce que j'ai besoin que ces personnages m'amènent loin. Et quand tu disais tout à l'heure que tu as besoin de t'effacer, là, quand tu écris sur ces personnages-là, tu t'effaces derrière ces monstres. Oui, et surtout, ce qu'il y a de très étrange aussi, c'est de vraiment reconnaître, c'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne en atelier d'écriture à mes étudiants, c'est que des fois, eux, ils vont croire qu'ils en savent plus que le personnage, tout simplement parce qu'ils savent l'intrigue, enfin, ils ont bien écouté ils ont écouté les ateliers d'avant, ils savent quand même qu'il faut mieux savoir à peu près, même si t'as pas écrit tout le plan, à peu près où ça va et comment ça finit, sinon tu peux rester 15 ans dedans. Donc ils savent ça, et du coup, des fois, ils vont
ça peut mener à ce défaut, à décrire des scènes où on sent que le personnage il est un peu, peut-être pas méprisé, mais un petit peu infantilisé. Et ça non, il faut pas oublier que le personnage, en fait, déjà, il n'a pas de corps. Il vient des profondeurs de ton esprit, donc sans doute de l'inconscient collectif. C'est pas juste ton esprit. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tu décris un monstre ou telle forme c'est aussi parce que cette forme-là, elle est là, elle rampe ici. Donc tu chopes un truc, c'est toujours un gros poisson, un personnage en quelque sorte. Donc tu attrapes quelque chose qui est bien plus fort que toi parce qu'il est nourri de plusieurs esprits, je dirais l'air du temps, qui parfois est bien plus ancien, enfin qui lui ne se fatiguera pas pendant que toi tu bosses 12 heures à te faire des burn-out, lui il est toujours frais. Et donc tu as chopé un petit éclat d'éternité, donc il faut faire très attention à ça parce que ça peut t'épuiser, ça peut te... et puis surtout, en tout cas, il faut être conscient que le personnage en sait souvent plus que toi, finalement. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment le vivre et le réaliser en tant que tel, parce qu'évidemment, dans mes premiers romans, je croyais aussi, comme croient mes étudiants, que je sentais que les personnages étaient plus forts, mais je pensais que j'avais cette force de savoir leur destin. C'était au moins ça. Ben, c'est peut-être la seule chose qu'on a sur eux, c'est tout. Et heureusement qu'on l'a. C'est notre garde-fou, en fait. Ouais. Oui, puis c'est peut-être aussi le moteur de continuer, parce que écrire un roman, c'est des mois d'écriture, et que le personnage, tu le découvres, que lui, en fait, t'amène à découvrir ce qu'il est véritablement. Oui, et par ricochet une réalité sur toi-même. Toujours par ricochet. C'est-à-dire que même quand tu crois que tu écris une autofiction, en fait, je crois qu'il y a une espèce de distance secrète avec les personnages qui est la bonne distance. C'est-à-dire que quand tu as des personnages étrangers à toi, par exemple Phèdre, ou parler du théâtre, tu vas les ramener, en fait, c'est-à-dire on va te dire, tu leur prêtes tes émotions, tu imagines toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation. Donc tu les ramènes à une espèce de... Comme si tu traces un cercle autour de toi, une espèce de cercle, tu les ramènes juste à la limite du cercle. Au contraire, quand tu vas écrire une autofiction, de toute façon, la personne que tu étais il y a 2 ans, il y a 10 ans, enfin la personne que tu mets en scène dans l'autofiction est une fiction, puisque c'est quelqu'un qui n'existe plus, c'est ce moi du passé. Donc tu vas la pousser, elle au contraire, parce que sinon c'est chiant, justement comme on disait, les rôles trop près de ça, tu la pousses au même endroit, mais c'est pas le même. Donc pour l'expulser comme ça, pour la pousser à l'endroit idéal, tu vas ajouter des petites choses. Moi, je change le prénom de 2 ou 3 personnes. Je mets des petits éléments fictionnels pour pousser et pour que mon esprit s'autorise à être dans la fiction. Mais de toute façon, les personnages seront plus forts que toi, d'où qu'ils viennent. Parce qu'à partir du moment où tu cherches cette distance, c'est aussi la distance qui est en écho avec l'inconscient collectif, avec ton époque, avec, je sais pas, la douleur des femmes, si tu commences à parler de la douleur des femmes, avec la guerre, si tu parles de la guerre, etc. Ok. Juliette, non, j'étais très t'as réagi sur... Oui, j'ai réagi parce que ces dernières années, ça a été très très à la mode, et dans les médias, et je l'entends chez plein de gens, le mépris de l'autofiction. Et ce que tu viens d'en dire, je pense moi, me fait du bien. Parce que... Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Tu peux même mettre, il y a un auteur comme Moyan, par exemple, il met dans ses... Lui, il n'écrit pas d'autofiction, donc c'est que des grands romans. Mais il va, de temps en temps, il se met lui-même en scène. En fait, il apparaît comme un petit personnage. En fait, tout ça n'a aucune importance. De toute façon, tu vas raconter une histoire. Et c'est ça. Mais c'est ce truc qu'on a décidé qu'il y avait les romans, les vrais romans, et puis l'autofiction, et c'est pas des vrais romans. Non, c'est vraiment un truc de peigne cul de gens qui ont fait du journalisme. Alors sur la partie écriture pure, on a eu cette discussion avec Guy Drey. Et Juliette, t'avais l'angoisse, toi, de... En tout cas, j'ai découvert que Guy Drey, Guy Drey avait exactement la même. Et qui est, quand je me mets à écrire, tant que la première phrase... Je ne suis pas capable de passer outre le fait que tant que la première phrase ne me convient pas, quitte à la changer 48 heures plus tard, c'est pas le sujet, mais tant que la première phrase n'a pas une forme qui me paraît bien, mais plus que bien, c'est-à-dire qu'elle va me filer l'influx nécessaire pour le reste, je ne peux pas passer au reste. Ah ouais, moi j'ai pas ça, mais moi en fait
c'est plutôt tant que j'ai pas trouvé le lien à la mystique du personnage et sa monstruosité, je peux pas. Donc je peux, en fait, si le personnage il cherche pas à l'absolu et si je vois pas en quoi il est monstrueux ou elle est monstrueuse, j'y arrive pas, quoi. Je me dis c'est plat, je vais pas raconter ça pour raconter ça. Et donc du coup, il faut que je trouve, mais par exemple, pour trouver, je suis obligée de savoir qui est le personnage. Donc, du coup, moi, j'écris beaucoup, mais j'ai beaucoup de déchets, je crains pas ça. Donc, du coup, par exemple, il peut y avoir des petits détails de l'histoire qui ont changé en cours de route, mais je reviens pas en arrière. Et en fait, il y a une énorme gap entre ma première version et la deuxième, puisque à la fin de la première, je sais vraiment, même des fois, il y a des noms qui peuvent changer en cours de route. La première version est vraiment que pour moi. Je pense que mes éditrices, elles auraient la trouille si elles voyaient. Et donc, ensuite, à la deuxième version, j'ordonne. Mais moi, ce qui joue le rôle de la première phrase pour toi, c'est de me dire, OK, qu'est-ce qu'elle cherche et c'est pas sa faille, parce que souvent dans les conseils, dans les livres de conseils pour les scénarios, ils vont dire la faille du moi c'est vraiment le défaut fatal. Ouais, c'est pas le défaut fatal, c'est en quoi elle est monstrueuse. Il faut pas que ce soit en dessous de ça. Quel est le truc monstrueux? Eh ben alors tu vois, je me disais, moi tous mes personnages qui les a toujours guidés, c'est qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils ne peuvent pas obtenir et qu'ils ne vont pas obtenir. Ah, tu es une tragédienne. Ouais. Et pourtant, ils vont faire le chemin, ouais. Alors que moi, je sais, et que eux savent qu'ils l'auront pas, mais ils vont quand même faire le chemin pour essayer. Ah ouais, donc c'est ça ton pattern. Ça te correspond tellement, Julie. Ouais. Moi, c'est des personnages qui, en gros, je suis pas religieuse en ce sens-là, on va dire, mais qui vont chercher Dieu dans des endroits où c'est absolument impossible. Comment ils vont chercher en pleine ténèbres? Et peu m'importe que finalement les ténèbres gagnent, il faut qu'ils cherchent. Et donc du coup, j'ai une espèce de... Voilà, là ça m'intéresse. Mais tant que j'ai pas trouvé ça, je peux pas démarrer. Et je suis revêche et tout, je suis comme un toxico en manque. Ah oui, parce que c'est ça, en fait, tout ce temps de macération. C'est une horreur. Mais on est imbuvable. Ah mais c'est horrible. Parce qu'en plus, quand les gens te parlent, et toi, en fait, t'es dans ta tête. Ton esprit est ailleurs. Et il est en train de chercher un truc. Tu sais, comme quand tu cherches, tu te dis ça va me revenir. Et tu sais que c'est là, c'est à portée de main. Et là, il y a quelqu'un qui fait, et on mange quoi ce soir? Et tu fais, mais ferme dans ta gueule! Ouais. Et ça n'a pas de sens, tu ne peux pas dire ça aux gens. Non. Et pourtant, ça devrait être, t'as envie que tout s'arrête, quoi. Et en fait, moi, je pense que la vraie solution pour moi, c'est toujours d'avoir presque un coup d'avance, de réduire le gap entre deux romans au maximum, parce que vraiment, ça me crée un manque psychique où j'ai l'impression de même plus avoir la même personnalité. Enfin, c'est juste abominable. Et donc, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment dur. Il y a le côté puis il y a le côté aussi qu'on est un peu, des fois je me sens un peu comme Nicholson dans Shining, quoi. C'est-à-dire, t'es là, tu noircis du papier, c'est pas encore ça, et puis t'as passé 4 heures, et donc autour de toi, ils ont l'impression que t'as bossé, mais toi, tu sais que concrètement, t'as rien. Et donc, tu dois te dire, bon, ça fait partie du processus, mais moi, là, je supplie les dieux qu'ils abrègent mes souffrances, quoi, que ça s'arrête, ou que je meure, quoi, ou que le truc arrive, et c'est une période dont je ne peux que dire qu'elle est horrible, en fait. Et toi, t'as combien de temps où est-ce que entre les deux, l'entre-deux, le bardo. C'est quoi parce que Lisa, t'écris beaucoup. Ouais, c'est ma manière de résoudre. Voilà. Mais est-ce que t'as des moments où tu n'écris pas? Non, mais en fait, tout n'est pas bon. Je jette beaucoup, par exemple. C'est pas le sujet, mais il n'y a pas de moment où tu n'écris pas. Ouais, non, il n'y en a pas. Je peux pas me le permettre psychiquement. Je pense que si ça arrive, je vais chez les fous. Donc, et quand tu es sur la deuxième partie quand tu es sur ta deuxième version d'un bouquin, tu commences déjà à réfléchir à la monstruosité du prochain. Alors ça, c'est dans l'idéal. Là, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé, il y a eu pas mal de salons du livre, j'avais pas pu le faire. Et donc là, je viens de passer 6 mois en enfer. Et donc, je viens avec de rien sortir d'autre. en grattant, avec rien d'autre. Et je me suis dit, never again. Mais des fois, la vie fait que tu peux pas, tu vois. Il va se passer des tonnes de trucs. T'as quand même des gens à aimer, des trucs concrets c'est pas toujours possible d'être aussi organisé. Mais oui, je dirais que moi, j'ai la seule solution que j'ai trouvée, c'est de réduire le manque en quelque sorte.
Et de quelle façon? Est-ce que tu as un rituel d'écriture? Est-ce que tu écris le matin comme Juliette qui se lève à 5h du mat pour écrire? Quand Juliette m'appelle à 8h, j'ai l'impression qu'on a déjà vachement bossé toutes les deux. Ah oui, alors, quand on s'appelle hyper tôt le matin, avec Issa, nous. c'est la seule personne au monde qui a le même niveau de voix que moi. C'est-à-dire, elle est déjà... Enfin, moi, je suis... Moi, c'est moi. Alors que les autres, c'est... Et tout le monde est en train de me dire doucement. Mais moi, en fait, j'ai déjà vécu 8 vies. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu vois, quand je vois Juliette, je réponds avec bonheur parce que je me dis, c'est cool, ça fait une petite récré. En fait, moi, je me lève très tôt, vers 6h, quoi. Et j'écris de 6 à 14, quoi. D'accord, ouais. Moi, par exemple, je suis incapable de faire ce que fait Isa. Ouais, parce que toi, c'est plus genre 6h à 9h ou 10h, un truc comme ça. Ouais, 9, 10, c'est Après, vraiment... Après, t'as le truc Comme un peu Moravia. Moravia, c'était 3 heures par jour. Après, t'as le cerveau en bouillie, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'après, tu vois bien, tu me connais, Ramzi, Après, il y a d'autres Tu tiens choses pas à en faire. place. Moi, je tiens pas en place. Elle tient pas en place, c'est son problème. Mais J'ai- si tu bouges... Et il y a une tu émission peux de radio à faire aussi. Non, mais moi, je parle Non, pas... mais on je parle suis l'été, incapable, par exemple, Mais mon quand pauvre t'as- ami, oui. mais je suis incapable d'écrire Ouais. pendant que je fais de la Parce que radio. toi, t'écris moi. plus l'été. Mais moi, mon cerveau... Moi, j'ai besoin de... Par rapport à la moyenne des gens, je pense que j'ai un problème psychologique. Ah non, Moi, c'est normal, parce que je pense qu'il faut du temps de cerveau vraiment disponible. Et toi, on le voit bien quand tu fais l'émission de radio, c'est une parenthèse, mais t'anticipes systématiquement l'invité du lendemain. Ah tiens, il y aura ce sujet d'actualité qu'on pourra faire. Ah tiens, on pourra faire un sketch comme ça, on pourra faire un questionnaire comme ça. Donc en fait, toi, ça s'arrête pas, Isabelle, ça s'arrête pas au niveau de l'écriture, tout ça, mais toi aussi, ça s'arrête pas au niveau de l'écriture. C'est justement Mais pour c'est ça l'écriture que quand de l'émission. je rentre le soir Et donc, après c'est- l'émission, j'ai besoin de blanc. Donc c'est un... Ouais, Si je mais- pouvais, j'aurais une impossible. pièce toute blanche et je rentrerais dedans et je serais comme ça. Mais moi, dans les 8 heures, en fait, il n'y a pas que de la production de mots. Je regarde vachement par la fenêtre. En fait, c'est comme de la plongée sous-marine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de prendre mon temps, voilà. Mais t'as pas je sais pas, au bout de 5 heures, l'esprit en bouillie. Bon, en fait, non, au bout de 5 heures, je peux marcher dans l'appart, des choses comme ça. Mais non, au contraire, moi, il me faut une forte dose pour que ça me fait du bien. Ouais. Et si j'ai pas cette dose-là, je suis pas bien. Et est-ce que tu as ce truc-là aussi de rentrer dans l'écriture qui prend un petit moment Alors, tu allumes ton ordinateur, tout ça, machin, ou tu t'attaques tout de suite l'écriture ou le temps de te remettre dans l'histoire, te remettre ça dans les... dépend des jours. En fait, ce que je fais en général, c'est que donc l'après-midi, j'écris jamais ni le soir, mais avant de me coucher, je relis le chapitre où j'en étais et les notes que j'ai prises. D'accord. Comme ça, quand je me réveille le matin, je suis Pareil. voilà. Pareil, Ah, c'est ok. pareil, je le relis ce que j'ai écrit le soir avant de me coucher, que j'ai écrit le matin. Ouais. Il y a des choses qui me sautent aux yeux, juste en 8 heures, 9 heures de temps, qui me sautent aux yeux. Et je sais que la nuit va... Par tes conseils. Non, mais vraiment, Ça mon va cerveau, t'infuser, mon cerveau, il va t'apporter trouver des des solutions, solutions. ouais. En général, juste avant de m'endormir et juste avant de me réveiller. Et je me lève le matin à 6 heures. Et en fait, mon cerveau, il a déjà... Fais le travail de Oui, il a fait une l'idée partie du d'entrer travail. dans le truc. Ouais, et je me jette d'autant plus, alors à ce moment-là, facilement hors du lit, que en fait, ma première phrase de la journée, elle s'est écrite. Ouais, c'est trop vrai. Et Ah. c'est pareil pour les chroniques aussi. C'est-à-dire que moi, avant d'écrire les chroniques pour France Inter, j'y réfléchis le soir et j'écris le matin. Enfin, je trouve que ce petite chose de dormir Ouais. sur une idée, Ça ça fonctionne bien, l'amplifie. ouais. Ouais, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est parce que c'est Thomas Bidguin qui nous expliquait qu'il avait des difficultés lui à entrer dans le scénario, mais parce qu'il écrit le soir, une fois que toute sa famille est couchée, machin. Donc lui, il n'a pas ce truc de la nuit qui Et infuse. c'est pour ça que moi, je trouve que le travail de l'aube, il est fabuleux. C'est parce que justement, tu sors du sommeil et tu sors pas de l'excitation ou de la... Donc, t'es propre. Enfin, Ouais, moi, oui, le c'est ça. sommeil, ça m'a toujours apparu. C'est pour ça que j'aime faire des siestes. C'est parce que j'ai l'impression que ça me nettoie. Que ça enlève la nervosité, Oui, et puis il y a ce côté rêve éveillé, c'est-à-dire, moi je note mes rêves par contre quand je m'en rappelle avant d'écrire. Et pour moi, il y a quelque chose dans l'écriture où tu es comme dans un rêve éveillé. Ouais. Donc du coup, quand tu te lèves très tôt, tu es encore dans la magie de la nuit. D'accord, ouais. Alors que moi, personnellement, effectivement, moi, si j'écrivais le soir, ce qui n'est pas mon cas, j'aurais besoin d'un état séparateur pour retrouver un truc un peu Oui, onirique c'est ça. Donc, que tu perds dans la journée. Ouais. Et toi, François, t'écris le matin aussi. J'écris le matin aussi. Alors moi, c'est difficile parce que je suis vraiment un oiseau de nuit. Je me couche très tard et tout. Mais je sais que je suis plus productif le matin pour les mêmes raisons que vous. Parce qu'il y a trop de choses qui m'empêchent le soir
Voilà, exactement. Tout le truc de... Et tu lis avant de te coucher aussi ce que Non, t'as mais écrit je vais faire avant ça parce que des fois j'ai du mal à m'y mettre le matin et peut-être qu'il faudrait que je. Ah, ça je change fasse tout. Comme Ouais. ça, en Ça fait, change c'est un tout. fluide qui s'arrête pas. Mm. Oui. Ça change vraiment tout. Et moi, je sais parce que quand je ne l'ai pas fait, j'ai du mal à m'y mettre. Enfin, c'est vraiment. C'est beaucoup plus chaotique, Ouais, c'est ouais. vrai. Et par exemple, moi, les chroniques du mercredi. Oui, Kiki. Oh, mignonne. Kiki, elle me disait oui, et c'est ça qu'elle fait, ma maman. Et bien, si j'y travaille pas le mardi ou le lundi, si je commence pas à me reprendre mes notes, à me dire, à me laisser rêver dessus, putain, mais le moment de m'y mettre. Mais ça Pareil. peut prendre, mais parfois, 1 heure pleine de temps. Je vois défiler l'heure, je n'ai pas pondu une phrase, quoi. Ouais, complètement. Et puis, je pense que c'est un peu comme Si. de la plongée sous-marine. En fait, tu as des niveaux et tu peux pas. Tu es obligé de passer. Et c'est pareil pour remonter. D'ailleurs, moi, il y a un sas de décompression, quoi. C'est-à-dire qu'après l'écriture du matin, je peux pas aller direct à voir. Travailler, voir mon éditrice ou aller à la banque ou tout ça. Parce que je suis encore dans l'autre monde. Il faut pas oublier qu'il y a besoin c'est quoi, d'état par exemple, séparateur. ton sas de décompression? Je prends Ça une peut être douche, quoi en fait. C'est l'équivalent de la nuit. Ouais. Je parle pour passer Oui, de oui, l'écriture toi, à la non-écriture. oui. Je prends une douche, je mange. Enfin, souvent, c'est vers 14h, donc ça... Ouais, donc voilà. ça, par Et donc, défaut. du coup, pour moi, ça, c'est le truc de ça y est, welcome back sur le Allez, monde hop. concret. Ouais. D'accord. Et alors, moi, je fais l'expérience d'un truc, parce que cette année, pour le court-métrage que je vais réaliser, il y a vraiment une deuxième phase d'écriture qui est le découpage pour moi, là, et que je balaye un peu d'un revers de la main. D'habitude, je verrai bien sur le plateau, tout ça. J'ai eu un peu de 2-3 déconduits, enfin, pas des grosses, mais en tout cas des trucs où j'étais pas content. Donc là, je le prends. Et en fait, ça me refait ce truc-là, c'est que le matin, quand je reprends mon découpage, je relis un peu avant, comme ce que vous faites la veille, et ça me donne une énergie que je n'arrivais pas à retrouver dans l'écriture, qui me donne cette impulsion voilà, et juste de rentrer des numéros dans des cases, hein, et ça me remet dedans, effectivement, ça me crée ce sas là. Ah, mais complètement. Je pense que, alors, le découpage, moi, j'en fais pas, puisque j'ai écrit quelques scénarios, mais pas autant que toi. Mais par contre, quand on remanie, quand on coupe, enfin, quand on travaille sur la structure, en fait, ça fait partie aussi de l'art, ça fait partie de la création. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi. Du coup, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, quoi. Ça fait aussi partie de la poésie. La trame, c'est très important. C'est ce qui va un peu attraper le lecteur. On a beaucoup parlé d'écriture individuelle, mais du coup, tu as fait des écritures collectives, des scénarios? J'ai fait, oui, mais ils n'ont pas été portés à l'écran. Mais du coup, c'était assez génial. Ouais, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? C'était avec une réalisatrice. C'était pour une adaptation en série de 180 jours, qui malheureusement, où on avait beaucoup changé l'histoire, où les personnages masculins étaient devenus féminins. C'était une super expérience pour moi. J'espère pour elle aussi, même si à la fin, finalement, pour des tas de raisons, c'est comme d'habitude, qui a pas vu le jour pour l'instant. Mais en fait, là, c'est génial parce que tu laisses quelqu'un irriguer ton imaginaire. Et moi, ça m'a fait me rendre compte de combien... C'est pour ça que j'adore parler de mes romans avec mes amis artistes, parce que, en fait, tu te rends compte quand même que malgré tous tes efforts pour être imprévisible, t'es vachement prévisible. C'est-à-dire que tes personnages, ils vont toujours faire la même chose et tout d'un coup, l'autre, elle te dit, tiens, mais là, elle pourrait faire ça. Ou toi, tu vas lui dire pareil. Enfin, j'espère que c'est symétrique. C'est quelque chose que tu n'avais pas envisagé, toi, au départ, et tu dis, ah, mais oui, en fait, mais c'est super. Et tout d'un coup, c'est comme une autre personnalité on crée un monde à deux. Enfin, là, on n'était que deux. Et il y avait la productrice qui nous disait des trucs aussi, mais c'était surtout la coécriture avec la réal. Et en fait, c'est complètement génial. Enfin, moi, ça m'a... c'est un grand bonheur. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir aussi des trucs où on est seul, mais avoir des projets à deux, je trouve ça formidable. Un projet collectif. Ouais. Toi, Juliette, les projets collectifs, comment tu les vis? Est-ce que c'est difficile? Tu peux juste t'approcher. Non, mais approche ta chaise. Non, en fait. Non, j'approche ma bouche. Non, mais autrement, tu vas devoir te rapprocher à chaque fois. Les projets collectifs, comment tu moi, tu les vis? En fait, sauf avant quand j'étais petite, j'écrivais toute seule. Les sons de cloche, c'est Saint-Sulpice. Mais c'est super. Donne ton adresse. Magnifique. Donne ton adresse, vas-y, Juliette. Oui, donc en fait, ce que j'ai écrit la première fois que j'ai écrit de manière professionnelle, c'était en équipe, à plusieurs. Et donc moi,
Ah oui, t'as commencé comme ça. Et bah oui, c'est moi vrai. ça a été tardif le moment où je me suis dit allez, j'essaie d'écrire un truc toute seule. Et d'ailleurs, même Arsène, justement, mon premier roman. Ouais, en fait, toi, t'as fait Au départ. tout l'inverse. Ouais, au départ, c'était parce que c'était une pote à moi, Diane Clavier, qui est scénariste, et je lui avais dit raconter cette idée que j'avais. On voulait en faire un film d'Arsène. Et on avait juste pondu une page, comment on appelle ça, c'est pas un synopsis. Si, c'est un synopsis. Et c'est tout. Et puis en fait, on l'a pas fait parce qu'elle est partie sur un truc. Moi, il y avait Pénélope, il y avait un autre projet. Bon, bref, on l'a laissé. Et un jour, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça t'embêterait si je prends ce synopsis et que j'en fais quelque chose. Et il m'a fallu, en fait, comme si j'avais. Moi, c'est un problème de confiance en soi, mais je crois qu'en fait, inconsciemment, le fait que Diane elle ait bossé avec moi sur le synopsis, ça voulait dire que c'était pas complètement débile et que je pouvais y aller. Pourquoi tu ris, imbécile? Parce que je sais bien qu'à chaque fois que tu fais un truc, tu te poses toujours la question, est-ce que c'est complètement débile ce que je fais? Dès que tu le fais seul, Oui. t'as toujours ce doute et t'as besoin d'une validation extérieure Tout le temps. systématique. Ouais, systématique. Et vraiment pour pas grand-chose. Mais vraiment pour pas mais grand-chose. c'est normal, je crois. En fait, Bergman, j'avais lu dans une interview qui disait que, donc à la fin de sa vie, il disait avant chaque film que ses doutes n'avaient cessé d'empirer depuis qu'il était jeune. Donc quand même, voilà quoi. Et je crois que c'était, Oui. il Non, disait mais et cette question de est-ce que c'est pas complètement à côté de la plaque, voilà, exactement. Ouais. Il disait qu'il se la Voilà. posait avant chaque film. Et je me demande si c'est pas inévitable cette question, en fait. Bon, je le comprends chez Juliette, non pas que soit à côté de la plaque. C'est pas du tout ce que je veux dire. Gratos, sympa. Non, je le comprends chez Juliette parce qu'elle est partie d'une écriture collective. Donc un oui, truc je vois ce que tu validé veux avec dire. les autres. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. ensuite, tu pars sur des écritures seules. Et donc, évidemment, quand tu es seul, tu te dis, merde, Oui, en parce fait, que ça moi, se trouve je que pense- c'était ouais. les autres, Oui, autres qui apportaient je le comprends le ce Ah ben, sens. surtout que moi, c'est ce que je pensais au départ avec Pénélope. C'est-à-dire, je me disais, moi, je sais que je suis nulle et transparente. Bon, ça s'est révélé vrai d'ailleurs. c'est un mais, autre sujet. mais comme je suis avec deux filles que je trouve de valeur et elles qui ont une consistance et tout ça, c'est pas grave, ça se verra pas que je suis nulle parce que je serai à côté d'elles. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça me paraît cohérent. Et donc après, tu as eu cette crainte logique. Ben oui, parce qu'il faut trouver d'autres validations. Enfin, après, tu Mais sens- aujourd'hui, tu n'as toujours pas ce Ah non, truc c'est de- pas réglé. Et puis c'est foutu, Et- là, et maintenant, donc, j'ai oui, 50 donc ans, ce donc sera- c'est mort. ce Voilà. sera- C'est jeune, Mais- 50 ans. Hein. Enfin, faut pas... Non, mais c'est pour ça, c'est pas jeune. Enfin, Ouais. on va dire que c'est installé, quoi. Mais c'est pas grave, je trouverai, j'appellerai Ramzy toute ma vie. Ramzy, est-ce que je peux aller faire caca? Non. Et toi, François, comment tu vis l'écriture collective? Parce que toi, c'est cette année, c'est quasiment la première fois, non? Je sais pas. Non, j'avais déjà fait des choses avant, mais alors moi c'est très compliqué parce que j'ai toujours voulu faire des trucs à plusieurs, parce Et les qu'effectivement. gens ne voulaient pas travailler avec toi. Alors voilà, la difficulté c'était de trouver des gens. Bon, ils voulaient pas. Non. Et en fait, pareil, je crois que on a tous des problèmes psychologiques, voilà, et que j'avais besoin. J'avais peur d'être tout seul, je pensais que c'était pas intéressant tout seul ce que je faisais, donc j'avais besoin d'emmener des gens. Sauf qu'en fait, très vite, j'emmenais des gens qui avaient certainement capté en moi que il y avait des idées, pas toujours bien abouties, mais en tout cas que j'étais moteur sur le contenu, sur l'écriture. Même en tant que comédien, j'étais d'abord auteur avant d'être comédien, et donc j'ai embarqué des comédiens, mais du coup c'est moi qui devais amener tout le monde, et ça m'a beaucoup épuisé et mené dans plein d'impasses. Et à un moment j'ai dit j'arrête, et en tout cas l'écriture pour le moment j'arrive à mener au bout mes trucs quand je suis seul, quand j'ai pas la contrainte d'être avec quelqu'un d'autre. Et là tu fais référence cette année avec l'écriture avec Charline peut-être pour le... Oui, par exemple. Oui. Mais là, c'est un peu différent. Comme tu es obligé de produire quelque chose à 17h, il y a la contrainte matérielle qui fait qu'à un moment, même si tu es obligé de produire quelque chose. Donc, Mais est-ce que je sais pas, est-ce que tu le vis bien? Est-ce que c'est compliqué de rentrer aussi d'échanger avec l'autre personne ou les autres personnes? Moi, je le vis plutôt bien. Enfin, oui, je le vis bien. Parce que parfois, quand on démarre, c'est compliqué de se dire non, je vais pas lui envoyer ça parce que tu te dis c'est trop nul par rapport à l'autre personne. Tu sais, tu peux te dévaloriser aussi toi-même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais
Très vite, ça s'est enlevé. Puis de toute façon, même quand je me dis, c'est nul, là, c'est un peu moyen. Il faut sortir un truc. Et puis Charline aura peut-être une bonne idée. Enfin, tu vois, ouais, donc toi, c'est plutôt l'autre truc de compensation, de te dire... au moins, voilà. J'envoie quelque chose, je propose quelque chose, voilà. Mais parce qu'aussi, elle peut l'améliorer. Elle peut l'améliorer, mauvais, et puis pas trouver, puis repartir sur le jeu. Mais après, ça dépend aussi des personnes avec qui t'es. Et donc, Charline, moi, j'ai pas de problème. Elle me trouve nul depuis le début, donc oui. Voilà, c'est pas la seule. Donc voilà. Mais donc non, mais il y a un truc de c'est pas grave. Le jugement qu'elle aura sur moi, il m'impactera pas. Okay. Et donc du coup, ça me libère beaucoup dans l'écriture. Et donc je peux emmener même des fois une première idée. Je dis voilà, j'en ai pas d'autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'après plusieurs épisodes de La Fabrique, avoir discuté beaucoup avec notamment Bidguin qui écrit, vous aviez beaucoup cette réflexion-là sur c'est tellement plus facile d'écrire avec quelqu'un d'autre. Je pense que je vais peut-être y revenir parce que c'est vrai que tout seul, des fois, il y a beaucoup de choses moi que j'ai toujours pas fini parce que j'ai du mal à finir parce que je suis seul et que des fois on a besoin, même notamment dans le scénario, peut-être d'un sparring partner où tu vas tester, tu vas rebondir, tu vas... J'en suis à peu près, et même le roman, tu as besoin je pense, de personnes de confiance à qui tu peux raconter l'histoire et parce qu'en fait c'est comme un honneur que tu fais aux personnages, tu les fais vivre comme s'ils existaient et l'autre va te dire ah oui mais là alors pourquoi elle fait ça, etc. Et du coup c'est très joyeux ces conversations là. Et je pense qu'en fait, en réalité, tu as toujours besoin de ça. Tu peux pas être totalement seul. Je pense aussi. Ouais. Mais par contre, démarrer à plusieurs sur une page blanche, en disant tiens, qu'est-ce qu'on fait ensemble, machin, ça c'est très dur pour moi. Il faut que j'arrive avec un truc au moins qui soit en phase avec ce que je suis, quoi. Et après, on peut le modifier à plusieurs. Mais j'ai pas encore ce truc de... Ce qui rejoint c'est très compliqué de démarrer à plusieurs. Oui. Non, en règle générale, il ne faut pas rêver. C'est quelqu'un qui arrive avec une idée très précise. Voilà. Donc, il y a une et après, les autres vision. Injectent. Les autres injectent un peu leur personnalité. Et parfois, tu arrives à communiquer ta vision à d'autres gens et les gens s'y greffent et ça devient leur vision à eux aussi. Mais il faut bien qu'il y ait d'abord un cerveau qui... Sauf à tous prendre un acide en même temps. Mais là, s'enfermer dans une pièce et à se dire bon, le premier... on va mettre des mots... Tiens, je viens d'avoir une excellente idée de cours d'écriture, moi. Allez, tout le monde sous acide. Et est-ce que tu as d'autres envies de formes d'écriture? Non, d'autres formes d'écriture que tu as envie d'explorer, que tu n'as pas encore exploré aujourd'hui? En fait, en ce moment, j'écris beaucoup de poèmes, mais je ne les publie pas. Du coup, ça me laisse une espèce de liberté que je trouve appréciable. Je crois que j'aime bien... je me demande si je ne vais pas commencer à publier des formes brèves sur Instagram. Moi, j'aime toutes les formes, en fait. Alors, ce que j'aime dans le roman, c'est que ça permet un peu... C'est comme l'opéra, tu peux mettre plusieurs formes. J'adore écrire des chroniques, pour Inter, évidemment, mais aussi pour des journaux, des choses comme ça. Moi, quand il y a une contrainte de forme, c'est OK. J'adore, quoi. Il y a un côté ludique. T'aimes l'idée de la contrainte aussi? Oui. Ça stimule souvent beaucoup l'imaginaire. Et pour les auditrices et les auditeurs que ça intéresse, Isabelle, ta grande idole d'écriture, c'est une écrivaine américaine qui est survivante, qui s'appelle Joyce Carol Oates, et qui est un cas d'école parce qu'elle produit un nombre de livres hallucinant. C'est presque flippant, ça. Tu te dis, c'est forcément une entité extraterrestre, Joyce Carol Oates. Oui, en fait, elle fait que ça. Et son éditeur français, Philippe Ray, m'a dit un jour qu'il avait été la chercher avec son deuxième mari, qui était à l'époque encore en vie, pour quelque chose de promo à Paris. Et qu'à l'arrière, dans le taxi, son mari a dit à Philippe Ray, non, attention, Joyce, là, elle est en train de terminer une nouvelle... Donc, elle est en permanence dans l'écriture. Et elle sait faire toutes les formes. Oui, absolument. Mais surtout, je pense, le roman étant sa grande force, sa grande forme. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'elle a maintenant plus de 80 ans, je crois. Et puis, ça continue. En fait, Joyce Carol Oates, elle écrit plus vite qu'on ne peut la lire, nous, quoi. Ah oui, c'est ça, mais on ne peut pas suivre. Oui. Ou alors, il faudrait qu'on ne lise que du Joyce Carol Oates. En gros, que du... on en est pratiquement là. Voilà. Et ben, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci Isabelle.
Merci les amis. Tu peux nous dire ton actu? Est-ce que tu as donc ton dernier roman? Alors mon dernier roman s'appelle L'Instruction. C'est l'histoire, je dirais, de le lien entre le règne animal et la spiritualité. En fait, ça raconte un peu ça. Et voilà, c'est ça mon actu. Et je serai dans une librairie à Paris, tiens, la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je serai à Redon et la semaine d'après à Paris. Mais je te dirai exactement la date. Instagram. Voilà, c'est ça. Voilà, vous aurez toutes les infos sur Instagram. Également, chronique sur France Inter. C'est encore nous jusqu'à fin juin. Merci François. Merci Ramzy. Merci Juliette. Merci Ramzy. Et merci à toutes et à tous de nous avoir Ramzy. écoutés. Merci Isabelle. Juliette. Merci François. Ramzy. Merci Au revoir, Juliette. à bientôt. Salut.